On se retrouve donc pour la seconde partie de ces petits moments vidéo consacrés aujourd'hui à Voltaire. Alors, comme je vous disais dans la partie introductive, le texte que je vous proposais de lire et sur lequel je vous posais quelques questions est extrait du chapitre 18 de Candide ou l'optimisme, qui est donc un récit conte de Voltaire, dans lequel il met en scène un personnage prénommé Candide, à qui il arrive tout un tas de péripéties. Donc je vais vous lire le texte. Ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado. Après divers épisodes, Candide et son amie Cunégonde doivent fuir en Amérique du Sud, mais la jeune fille, Cunégonde, est retenue à Buenos Aires, qui se trouve en Argentine aujourd'hui, par le gouverneur, donc celui qui dirige en fait la ville, et c'est avec son valet Cacambo qu'il poursuit son périple. Donc Candide continue à faire son voyage. Il découvre alors un pays qui pourrait être le meilleur des mondes. Candide et Cacambo montent en carrosse. Les 6 moutons volaient et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 120 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de calibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté, au milieu de 2 files chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils s'approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. Si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie ? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau de rose, celles de liqueur de canne à sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point, et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons. On lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Dans ce texte, 2-3 petites précisions de l'ordre lexical, de l'ordre du vocabulaire. Donc vous avez vu qu'il y a des petites notes qui vous sont proposées en bas du texte, notamment sur les largeurs, les mesures. Le portail par lequel il passe pour rentrer dans le palais du roi fait 120 pieds de haut et 100 de large. Donc c'est environ 70 mètres sur 30, donc c'est très très grand. Ensuite, il est question de pierreries. Les pierreries, en fait, ce sont les bijoux, les pierres précieuses, d'accord ? Tout ce qui est rubis, saphir, émeraude, etc. Ensuite, on parle de robes qui sont en duvet de colibri. Alors les colibris, je pense qu'il y a quelqu'un dans la classe qui sait ce que c'est. Ce sont des tout petits oiseaux qui ont un bec très 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 long, qui piochent un peu d'eau qui est retenue dans le vase composé par les fleurs. C'est un oiseau tropical, en fait, un oiseau exotique, et qui est tout petit et qui doit voler très 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 vite, parce que sinon il tombe. Et c'est très beau. Et c'est le matin surtout qu'on les voit. Et le duvet, c'est tout simplement les petites plumes très fragiles. Donc on imagine qu'une robe fabriquée avec le duvet d'un colibri, d'une part, il a fallu beaucoup de colibris, parce que c'est vraiment un oiseau tout petit. Et le duvet, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, très fin et très fragile. Ensuite, les grands officiers, les grandes officières. Alors en fait, ce sont tous les gens qui participent à la cour, même si là on est dans un pays imaginaire qui se situe en Amérique du Sud. Une cour, il y a toujours des gens qui sont là, un tel qui va s'occuper de faire rentrer les invités, un tel qui va annoncer le nom des invités, etc., etc. Donc tous les officiers, en fait, ce sont les gens qui ont un rôle précis au moment donné dans la cour. Petite précision. Lorsque Cacambo s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand il va rencontrer le roi, l'officier qui l'interroge lui répond «
L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. Alors, pas de méprise sur le terme baiser ici employé. Baiser ici veut dire poser un baiser sur les joues. Rien de plus. Donc baiser des deux côtés, c'est faire un bisou sur chaque joue. D'accord ? Ensuite, il passe dans la ville, donc là, j'ai pas de difficulté lexicale. Peut-être simplement le girofle et la cannelle, mais je pense que vous savez ce que c'est. Ce sont des épices qui sont extrêmement parfumées, qui sont précieuses à l'époque, puisqu'en fait, vous savez que notamment le fondement du commerce triangulaire, donc de ce qui donne lieu à l'esclavagisme, mais aussi le commerce avec l'Orient, avec la Chine, ce qu'on appelait la route de la soie, c'est pour échanger. En Angleterre et en France, on fabriquait par exemple du coton, on tissait le coton, on fabriquait des draps, des vêtements, mais par contre, venait d'Orient ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud de l'or, des bijoux, enfin des pierres précieuses ou encore des épices, d'accord ? Puis après, il y a la canne à sucre, bien sûr, le cacao, le chocolat, etc. Donc c'est pas anodin si Voltaire emploie ces deux termes, parce que derrière, ça suppose qu'il fait allusion à ce commerce-là, ce trafic-là, ce qu'on appelle la traite atlantique, hein, le commerce triangulaire, mais aussi c'est parce que c'est rare et très précieux à l'époque, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Ensuite, on ne plaidait jamais. Donc plaider, c'est le verbe plaider, hein, on ne plaidait jamais, un plaidoyer, donc ça veut dire qu'il n'y avait jamais d'avocat qui rentrait dans une cour pour prendre la défense d'un accusé ou pour accuser la personne qui était à même d'avoir un procès à ce moment-là. Vous vous souvenez de Meursault. Ensuite, sur la fin du texte, à nouveau, il y a une précision qui concerne une distance. Il vit une galerie de 2000 pas, donc là on vous dit que ça fait environ 1500 mètres, donc c'est pareil, c'est extrêmement long. Donc une galerie, c'est un extrêmement long couloir qui va mener de pièce en pièce. Tout ça pour nous faire comprendre que le palais des sciences dont il est question est très très grand. D'accord ? Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté de compréhension particulière sur ce texte-là. On va passer aux questions. La première question, alors, Madame Lopez ou Monsieur Saragossa ne sont pas avec nous, mais je suis sûre que vous pouvez quand même arriver à comprendre. La première question, vous demandez ce que signifie en espagnol le mot Eldorado. Eldorado. Ça vient du mot doré en fait, et alors ça désigne plusieurs choses. En fait, c'est un pays imaginaire qui se serait situé soit en Colombie, soit dans le sud de la Colombie, soit au Pérou, au niveau du Machu Picchu, dans les Andes, où lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés, donc ceux qui ont mené la conquête pour le royaume d'Espagne des royaumes Inca et puis plus au nord aztèques au Mexique, en Amérique du Sud, ils se sont imaginés tout un tas d'histoires parce qu'ils ont vu qu'il y avait énormément de richesses, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent dans des mines. Ils se sont mis à les exploiter avec férocité et voracité, mines qui sont toujours d'ailleurs en tous les cas en Bolivie et pour partie un peu au Pérou également et un peu au Brésil. Qui ont toujours des filons qui sont exploitables, c'est-à-dire qu'il y a encore la possibilité d'extraire de l'or et de l'argent. Et l'Eldorado, c'était un mythe en fait. On imaginait qu'il y avait une espèce de cité perdue ou une cité engloutie au milieu du continent sud-américain. Donc vous voyez, le sud de la Colombie et le nord du Pérou, c'est vraiment au milieu du continent sud-américain. Et que ça aurait été un pays ou une ville ou une cité couverte d'or, tellement la richesse était vraiment, il suffisait de se baisser pour ramasser de l'or. Alors, petite anecdote, je ne sais pas, mais je sais que chaque année, il y a des élèves quand même qui connaissent ça. Il y a un dessin animé qui est déjà assez ancien, qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or, et qui raconte l'histoire de deux enfants, un petit descendant d'Espagnol et une petite fille qui est d'origine quechua, donc une indienne des Andes, et ils partent à la recherche d'une cité d'or. Donc ça exploite le mythe de l'Eldorado et souvent ça se confond avec le Machu Picchu dont vous avez certainement entendu parler, qui est une cité perdue dans les Andes, un peu très difficile d'accès et qui a été découverte assez tardivement, et on ne sait pas trop en fait si, même encore aujourd'hui, si c'était une ville qui a servi de refuge quand les Incas ont dû fuir devant les Espagnols qui débarquaient, ou bien si c'était une nécropole, donc si c'était une ville pour garder les morts. Bref, il y a toute une mythologie parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ça. Donc, par exemple, ce dessin animé, Les Mystérieuses Cités d'Or, racontait ça, mais le mythe de l'Eldorado dont nous parle Candide, donc
bien 2 siècles et demi avant, nous parle de ça aussi. Hein. Ça entretient vraiment cette mythologie. Je vous rappelle que la mythologie, le mythe, c'est les histoires qu'on se raconte, parfois toujours basées sur quelque chose de l'ordre de la réalité, mais autour desquelles on va grossir un mystère, imaginer des histoires, parce que ça nous fait réfléchir et ça nous fait croire parfois à un monde meilleur. Alors, pour en revenir à la question, donc l'Eldorado, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe, c'est ce que je viens de vous expliquer. Un mythe qui est fondé sur la cupidité. La cupidité des conquistadors espagnols, puis des colons portugais, français, anglais, tous ces gens-là qui se sont battus sur le sol sud-américain pour récupérer les richesses. La cupidité, c'est l'extrême désir de l'argent, d'accord, de la richesse. Mais c'est peut-être un peu une réalité aussi, puisque quand les colons ont débarqué, ils se sont trouvés face à des hommes et des femmes et des civilisations en fait qui ne connaissaient pas, qui ne comprenaient pas, et probablement qu'il y avait dans cette non-compréhension quelque chose de l'ordre d'un mystère qui a contribué à créer ces mythes, d'accord? Mais peut-être qu'il y avait aussi en fait, il y avait dans les mythologies propres à ces civilisations-là, qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les Quechua par exemple, des histoires qui racontaient les richesses et qui prenaient vraiment les richesses, qui les utilisaient, puisque effectivement il y avait beaucoup d'or et d'argent à ce moment-là. Deuxième question. Quels indices montrent que ce lieu est totalement imaginaire? Alors là, vous reprenez le texte et c'est assez facile à voir. Je pense qu'il n'y a encore une fois pas de difficulté. Vous les trouvez, ces indices, au début du second paragraphe et du troisième paragraphe. Lorsque Voltaire, dans Les yeux de Candide et Cacambo, fait la description, on voit qu'il nous parle de donc les tissus en duvet de colibri, que la matière du portail était dans une matière dont on ne sait pas ce que c'est, mais en tous les cas qui semblait bien plus précieuse que tous les ors et pierres précieuses qu'on pourrait avoir comme décoration quelque part. Puis il y a tout un tas de gens qui sont là pour accueillir les visiteurs. Puis encore, quand ils visitent la ville, il y a une description des édifices publics portés jusqu'aux nues. Alors j'ai oublié de vous préciser, le porté jusqu'aux nues, ça veut dire jusqu'aux nuages. Les nues, c'est les nuages, donc ça veut dire que c'est des bâtiments qui sont extrêmement grands, qui ont plein de colonnes, donc l'architecture est très belle, majestueuse, donc c'est vraiment très impressionnant. Les fontaines d'eau pure, donc il y a de l'eau comme ça, si on a soif, il suffit de tendre la main et de porter l'eau à sa bouche et on n'a plus soif. De plus, ça sent l'eau de rose, ça sent la girofle, le cannelle, donc tout ça c'est vraiment absolument merveilleux. Évidemment, c'est pas un monde réel, d'accord? Donc tous ces indices-là, vous les trouvez dans les champs lexicaux véritablement que Voltaire emploie pour la description de la ville. Quelles sont les figures de style que Voltaire utilise pour mettre cela en valeur? Très facilement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hyperbole, d'accord? Donc il exagère en permanence. Et puis il y a ce petit tour ironique qu'il emploie dans ce moment absolument cocasse où Cacambo demande aux officiers comment ils doivent saluer la majesté et que voilà, est-ce qu'il faut se mettre les mains sur la tête, sur le derrière, est-ce qu'il faut ramper, est-ce qu'il faut lécher le sol, et le garde lui répond tout simplement non, vous lui faites la bise quoi. Donc il y a un décalage là, c'est vraiment une figure d'ironie qui est employée, comme c'est une métafigure quoi, pour faire comprendre que les usages habituels que nos deux comparses connaissent de l'Europe sont vraiment la trace d'une domination de la part de celui qui a le pouvoir absolument abject, tandis que là, en fait, le monarque, sa majesté, est tout à fait sympathique. Il suffit de lui faire la bise. D'accord ? Quatrième question. Comment et pourquoi Voltaire renforce-t-il le caractère fabuleux de ce pays ? Alors, cette question, elle est en fait en lien avec la cinquième question. Pourquoi Candide se réjouit-il de ce palais des sciences ? Ce qui me permet de vous rappeler que lorsque vous avez des questions sur un texte, je fais là par exemple allusion au devoir que je vous ai mis sur Pronote pour la rentrée, qui est vraiment un texte, un extrait d'une pièce de théâtre de Molière avec des questions. Lisez toutes les questions avant de commencer à y répondre, parce que les réponses que vous faites aux questions vous permettent de répondre à la question d'après. D'accord ? Donc ici, pourquoi il met en avant le caractère fabuleux de ce pays ? C'est bien sûr pour montrer que dans ce pays-là,
tout est couvert de richesses et les gens n'ont pas besoin en fait ni de prison, ni de cours de justice, ni de devoir plaider leur cause, défendre leur innocence, parce qu'en fait ils n'ont pas envie de la voler puisque c'est très normal et que tout le monde se respecte. Et la première personne qui les respecte, c'est celui qui détient le pouvoir, Sa Majesté, à qui on claque la bise pour dire bonjour, d'accord? Donc il met énormément ça en avant pour faire comprendre que, ben non, en fait, on n'a pas besoin de cours de justice si personne n'est accusé de rien, si personne ne commet de méfaits. Et d'ailleurs, pourquoi les gens en commettraient? Puisqu'en fait, tout le monde est bien traité. Et à l'inverse, 5e question, pourquoi Candide se réjouit-il de ce palais des sciences? C'est que le bâtiment, en fait, qui est celui qui marque le plus Candide, c'est pas l'absence de parlement ou de cour de justice, c'est le fait que un des bâtiments tout à fait remarquables qu'il voit quand il visite une partie de la ville, c'est une espèce de super palais de la découverte, pour ceux qui connaissent, un lieu où en fait sont réunis tout un tas d'objets, d'instruments qui sont dédiés à la science, donc au savoir, à la connaissance, d'accord, les mathématiques et la physique. Je vous rappelle que Voltaire sévit dans le siècle qui est le siècle des Lumières, où on met en avant l'encyclopédie qui fait la somme des connaissances humaines, où on vante les mérites des mathématiques, de la philosophie, de la raison, de la réflexion, où il y a tout un tas de découvertes majeures en matière scientifique. Et donc, le fait que Candide trouve ça absolument extraordinaire, ça met en avant l'importance pour Voltaire de la science et du savoir. Et c'est ce que je vous disais dans la partie introductive, c'est que plus vous savez des choses, plus vous êtes à même de comprendre la réalité qui vous entoure, de la critiquer, de prendre position et de participer à la société et de ne pas vous laisser avoir. C'est pour ça que le savoir et l'esprit critique sont essentiels pour la liberté. Et la liberté, une fois que vous êtes libre, grâce à votre tête, même si vous êtes enfermé, on ne peut pas vous l'enlever, d'accord? Il faudrait vous tuer pour vous enlever votre liberté. Donc c'est quelque chose que, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir cette liberté et cet esprit critique. Ça, c'est super important et c'est vraiment la leçon que nous livre Voltaire dans ce texte et particulièrement dans cet extrait-là. La 6e question. Alors, la 6e question, je l'aborde pas réellement, mais je vais vous donner quelques petits éclairages, puisqu'en fait, quel lien pouvons-nous alors établir avec la France du XVIIIe siècle? Quelles caractéristiques des pratiques de l'Eldorado sont ici présentées à l'envers de celles de l'Europe? Qu'est-ce que Voltaire cherche à mettre en valeur? Quelle critique fait-il indirectement? Expliquez avec précision votre réponse. Donc c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a dit précédemment, de toutes les réponses que vous avez à faire sur les questions précédentes. Et bien entendu, c'est ce que je vous disais aussi en partie introductive pour le texte de Montesquieu et pour ce texte-ci aujourd'hui, c'est que l'ironie, c'est quand même un principe de renversement, d'exagération, de mise à distance, de disproportion, pour pouvoir renverser les choses. Et là, bien sûr, quand Cacambo dit par exemple, est-ce qu'il faut se coucher par terre et lécher la poussière de la salle, personne ne fait ça en Europe. Mais il faut tellement faire des courbettes face au roi qu'il exagère encore un peu pour décrire l'attitude que les cours européennes ont face à leur roi et nous faire comprendre à l'inverse la simplicité du rapport avec Sa Majesté dans ce pays d'Eldorado. D'accord? Donc, essayez de reprendre ça un peu dans l'idée en vous basant sur le texte. Il y a toujours des citations du texte à faire, bien entendu. Et soyez précis, vous ne citez pas des tartines, vous ne citez pas juste un mot, vous prenez quand même des petits passages, le plus habile étant d'essayer par exemple de repérer les figures de style. Cette question-là, elle vous permet de traiter ceci. D'accord? Un nouvel exercice en route vers le brevet. Alors vous allez me dire, oui madame, il n'y en a pas de brevet cette année. Vous avez des notes à avoir, vous avez un contrôle continu. Pour le moment, il y a des commissions qui vont se réunir. C'est très possible qu'un certain nombre de notes soient ajoutées à celles que vous avez déjà. D'accord? En tout cas, on va se battre pour, histoire de ne pas vous pénaliser. Toujours est-il que je veux cet exercice pour la rentrée. Donc là, je vous ai remis ça sur Pronote, comme ça vous avez le tableau en couleur. Le tableau, c'est un tableau de Paul Signac. Attention, parce que ça, je l'ai vu les années précédentes. Ici, il y a une légende, d'accord? Dans la légende, vous avez le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, donc du tableau, l'année. L'année, c'est 1893, 1893. Le texte de Voltaire, ici, vous avez le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, et l'année, d'accord? 1759, ok? Donc il y a plus d'un siècle d'écart. Donc ne me dites pas, pour faire le lien entre ce tableau-ci et le texte de Voltaire, que c'est la même époque.
Soyez attentifs, relisez-vous. Donc, je vous ai demandé, en fait, pour ce sujet, d'imaginer le mode de vie idéal des habitants qui sont décrits dans le tableau de Paul Signac. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, c'est le titre de l'œuvre, Au temps de l'harmonie. Il y a des gens dont on voit un certain nombre d'activités qui font des choses, qui sont représentées en train de faire certaines choses. Et ceci, d'après le titre de l'œuvre, Au temps de l'harmonie, représente un temps d'harmonie, d'harmonieux. Ça veut dire où tout se passe bien. Quel lien vous pouvez faire en imaginant la manière dont ils vivent avec le texte de Voltaire, d'accord? Et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous essayiez d'écrire un petit texte un peu à la manière de Voltaire, c'est-à-dire en utilisant une certaine ironie. Donc vous pouvez par exemple prendre comme point de repère la société dans laquelle on vit, nous, aujourd'hui au XXIe siècle en France, et puis mettre ça en parallèle avec ce tableau. Ou bien, si vous avez des connaissances en histoire sur le XVIIIe siècle, sur la période à laquelle le texte de Voltaire a été écrit, donc la monarchie absolue, droit divin, vous pouvez aussi opérer un certain nombre de comparaisons en jouant, là encore, de l'ironie. D'accord? Donc cet exercice, j'aimerais que vous le fassiez pour la semaine qui est censée être la semaine de la rentrée, donc le 21 avril, mardi 21 avril. Comme d'habitude, vous me faites un minimum de 2 pages. Si vous m'envoyez les fichiers, parce que je pense qu'on ne se verra pas cette semaine-là, et que vous écrivez à la main, employez une encre foncée, sinon en JPEG, c'est quasiment illisible. D'accord? Soignez votre graphie, le soin que vous portez à votre écriture. Je pense, je nommerai personne, mais ils vont se reconnaître. C'est super dur sinon à vous lire. Évidemment, si vous avez la possibilité de taper votre texte, c'est ce qu'il y a de plus simple après pour moi. Mais faites vraiment l'exercice, ça vous fait travailler votre imagination, les procédés d'écriture, donc vous reprenez les fiches sur les figures de style, et la compréhension et du texte de Voltaire et du procédé d'ironie. D'accord? Voilà, je vous laisse là. Je ne vais pas revenir vers vous sous forme de vidéo avant un moment. J'espère que vraiment vous prenez le temps, sinon au moins de les écouter. En tout cas, les dernières, pour comprendre le texte, c'est peut-être plus facile d'avoir ma voix qui vous explique 2-3 choses. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions à poser. Moi, je regarderai quand même, je jetterai un œil sur Pronote et sur cette chaîne YouTube au milieu de la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, respectez bien les consignes et travaillez quand même un petit peu. N'oubliez pas, par ailleurs, la plateforme Voltaire qui vous fait travailler l'orthographe et la grammaire en autonomie. Voilà. Bon courage à tous et à très bientôt. Merci.